Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du théorème de Bézout. Alors ce théorème porte un nom d'un mathématicien français, Étienne Bézout, hein, mais c'est pas lui qui l'a énoncé en premier, ça arrive parfois. C'est dû donc à monsieur Claude Gaspard Bachet de Mériziac, là, en 1624. Commençons par donner l'énoncé du théorème. Alors, pour comprendre les théorèmes, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu une petite notion, ou de vous la rappeler. On dit que deux entiers sont promis entre eux lorsqu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1 et moins 1. Autrement dit, une autre façon de le dire, que le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, c'est 1. Ou pour les versions light, ils ne sont pas dans une même table. Ok, donc très bien. Alors, le théorème est le suivant. Si deux entiers sont promis entre eux, alors il existe deux entiers x et y tels que xa plus yb égale 1, et c'est même une condition nécessaire et suffisante. Si j'ai une équation comme ça, alors les nombres sont promis entre eux. Alors là, généralement, on ne voit pas bien à quoi ça peut servir et vraiment ce que ça veut dire cette équation-là. Donc pour l'illustrer, nous allons partir vers un pays imaginaire. Imaginons un pays où il n'existe que deux billets, des billets de 5 euros et des billets de 9 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quels sont les prix que je peux acheter avec ça? Bon, bien sûr, je peux donner uniquement des billets de 5 euros et des billets de 9 euros. Donc, je peux payer des prix comme 5, 10, 15 euros, ou 9 euros, 18 euros, 27 euros, etc. sans aucune difficulté. Mais, comme dans n'importe quel pays civilisé, le vendeur peut évidemment rendre la monnaie. Donc, je peux par exemple tendre au vendeur un billet de 9 euros, qu'il me rende un billet de 5 euros, et à ce moment-là, j'aurais payé une somme de 4 euros. Et puis je peux faire ça avec plusieurs billets. Donc par exemple, je peux donner deux billets de 9 euros, et puis qu'on me rende par exemple trois billets de 5 euros, et puis à ce moment-là, j'aurais payé donc 18 moins 15, j'aurais payé 3 euros. Et donc je me demande comme ça, est-ce que voilà, quels sont les prix que je peux faire, quels sont les prix que je peux pas faire. Si je donnais par exemple 4 billets de 9 euros, à ce moment-là, j'aurais payé 36 euros, et il me rend 7 fois 5, 35, j'aurais payé une somme de 1 euro. Vous voyez, on peut refaire la démarche pour payer un objet qui coûterait 1 euro. Mais alors si je peux faire une somme de 1 euro, bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux faire toutes les sommes. En effet, si je peux payer 1 euro par une méthode, eh bien en la recommençant 2 fois, je pourrais payer 2 euros, en la recommençant 7 fois, je pourrais payer 7 euros, etc. Donc, comment on rédige ça mathématiquement? On dit voilà, je prends un entier n, ça je le fais pour tous les entiers d'un coup. Eh bien, si je multiplie donc cette équation par n de chaque côté, hein, j'obtiens quoi? J'obtiens évidemment que ça fait n là, de ce côté-là. Et ça fait donc 4n fois 9 moins 7n fois 5. Et donc en donnant 4n billets de 9, si on me rend 7n billets de 5, eh bien j'aurais bien payé la somme de n euros. Et donc on peut payer tous les prix. Alors, donc une astuce, c'est de dire, voilà, il suffit de trouver comment faire 1 euro. Mais je voudrais vous montrer qu'il y avait d'autres façons en fait. Il n'y a pas forcément une seule façon de payer une somme. Regardez, si j'avais donné deux billets de 5 euros et qu'on m'avait rendu un billet de 9 euros, j'aurais payé déjà 1 euro. Donc, il y a plusieurs façons de payer n'importe quel prix. Voilà, par exemple, d'autres façons de faire 1. 11 fois 5 moins 6 fois 9, 55 moins 54, 9 fois 9 moins 16 fois 5, moins 11 fois 9 plus 20 fois 5. Je vous laisse vérifier que tout ça, ça fait bien 1. Et donc, voilà, il y a une façon de faire, mais en fait, il y a plein de façons de payer tous les prix avec nos billets de 9 et 5 euros. Ok, imaginons maintenant un deuxième pays imaginaire, où cette fois, les devises sont composées de billets de 6 euros et de 9 euros. Bon, pareil, je peux payer les multiples de 6, les multiples de 9, etc. Allons directement au but. Est-ce que je peux payer une somme de 1 euro? Existe-t-il des coefficients x et y tels que x fois 6 plus y fois 9 soit égal à 1? Imaginons que ce soit le cas. X fois 6 plus y fois 9. Comment je peux écrire ça? 6 et 9 sont tous les deux dans la table de 3. Ce sont tous les deux des multiples de 3. Donc 6 c'est 3 fois 2, donc 6x c'est 3 fois 2x, et 9y c'est 3 fois 3y. Donc faites cette expression, on peut s'écrire 3 fois 2x plus 3y. Mais donc 3 fois quelque chose, c'est un nombre qui est un multiple de 3. Donc ça ne peut pas être 1, parce que 1 n'est pas un multiple de 3. Donc je ne peux pas payer 1, donc je ne peux pas payer tous les prix. Déjà 1, je ne peux pas. Donc vous voyez là, dans ce second pays imaginaire, on ne peut pas payer toutes les sommes. Alors qu'est-ce qui fait que des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas? C'est justement le théorème de Bézout qui nous donne la réponse. Regardez bien maintenant, je pense que ça va être un petit peu plus clair. Il dit que deux entiers sont promis entre eux si et seulement si on peut payer la somme de 1 euro avec des billets de A et des billets de B. Donc c'est exactement ce que ça veut dire. Vous voyez, voilà, à quelles conditions on peut? Si les deux valeurs des deux billets sont premières entre elles, n'ont pas de facteur commun autre que 1. Ok, bien maintenant, voilà qu'on a reformulé ça comme ça, on va essayer de faire la preuve. Alors, supposons que A et B ne sont pas premiers entre eux. À ce moment-là, on peut écrire, il existe un facteur commun D plus grand que 1 et on peut factoriser, donc A égale A' fois D,
B égale B' fois D, voilà. Et donc, mon expression, là, XA plus YB, eh ben, je peux la reformuler comme ça. Ça me fait donc XA'D plus YB'D. Il y a D en facteur partout, je peux factoriser par D. D facteur de XA' plus YB'. Très bien, et bien donc c'est un multiple de D. D n'est pas égal à 1, donc ça ne peut pas être égal à 1. Donc la somme, là, est forcément différente de 1. Hein, j'ai démontré que si des nombres n'étaient pas premiers entre eux, la somme était différente de 1. Et donc, par contraposé, si la somme fait 1, c'est que les éléments sont premiers entre eux. Si je peux payer toutes les sommes, c'est donc que les valeurs des billets étaient de nombres premiers entre eux. Voilà, ça a l'air facile, hein, mais ai-je vraiment démontré tout le théorème? Eh bien non, regardez, j'ai démontré uniquement, comme je viens de le dire, que si la somme valait 1, alors ils étaient premiers entre eux. J'ai absolument pas montré, si je prenais deux valeurs de deux billets, comme ça, première entre elles, que je pouvais effectivement payer 1. Je n'ai pas trouvé la formule qui permet de le faire. Donc voilà, il faut faire attention, on a démontré que l'insimplification réciproque. Nous allons maintenant montrer ce résultat. Et donc pour cela, en fait, on va montrer un résultat un peu plus général qui s'appelle la relation de Bézout, et qui dit que si on prend deux entiers quelconques, eh bien on peut payer une somme égale à leur PGCD. D'accord? On peut trouver x et y tel que xa plus yb soit égal à d. Donc voilà, ça signifie qu'en cas particulier, s'ils sont premiers entre eux, alors on peut payer une somme est égale à 1, hein, parce que si d égale 1, voilà. C'est ce qu'on voulait démontrer. Ok. Alors tout d'abord, on peut supposer que a et b sont positifs. Alors pourquoi on peut supposer ça? Parce que si jamais j'arrive à faire d avec a et b négatifs, eh bien regardez, hop, si a était négatif, en multipliant moins x par moins a, hop, moins a devient positif, et j'obtiens une autre formule qui va donner la même chose, hein, qui va donner d. Et pareil, si c'était b qui était négatif, ou les deux qui étaient négatifs, quitte à changer le signe des coefficients, j'arrive à d. Donc ok, maintenant on va supposer que a et b sont tous les deux positifs, et puis même on va supposer que a est plus grand que b, ça mange pas de pain. Ok, donc je vous rappelle notre problème, hein, montrer qu'on peut réussir à payer d, le PGCD de a et b. Alors première étape, eh bien, je vais effectuer la division euclidienne de a par b. Autrement dit, voilà, il existe un quotient Q et un reste R. Hein, en faisant le maximum de paquets de B dans A, voilà, j'obtiens A égale un certain nombre de paquets de B plus R. Okay, et le reste est positif et strictement plus petit que B. Et bien en fait, ça, on peut le comprendre encore par des échanges de billets. Hein, ça correspond à donner un billet de A euros et qu'on me rende le maximum possible de billets de B, avant que ce soit négatif. Hein. D'accord, le maximum possible pour que je paye quelque chose de positif. Et bien donc la somme que je paye ainsi, c'est R. Ok? Très bien. Hein, donc voilà, on peut payer la somme de R. Alors, on me dire, il y a un petit problème, c'est si jamais ça tombait juste, d'accord? Donc voilà, si jamais R ça vaut 0, hein, ce qui peut arriver, alors ça veut dire que B était un diviseur de A. Ok, mais alors si B est un diviseur de A, le plus grand diviseur commun de A et de B, c'est B. Alors est-ce que je peux payer la somme de B avec des billets de A et B? Oui, je donne un billet de B. Voilà. Hein, voilà. Pas de billet de A, un billet de B. C'était pas bien compliqué. Ok, donc R doit être certainement non nul. Après, il y a un autre cas où c'est simple, c'est si jamais R c'est égal à D. Donc si R égale D, voilà, je vais vous montrer qu'on peut payer R, et je voulais arriver à la fin qu'on peut payer D. Donc si R égale D, on a gagné. On a trouvé la relation, voilà, un billet de A et Q billet de B, on rend Q de billet de B, hop, on trouve D. Bon, mais malheureusement, ça peut très bien arriver que ce soit ni l'un ni l'autre, hein, que R soit un nombre qui soit ni 0 ni D. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le plus grand dénominateur commun de B et de R, c'est encore D, hein, c'est le même que le PGCD de A et B. Alors pourquoi ça? En fait, tout est lié dans la relation qui est ici. D'accord? Regardez bien. Si un nombre divise A et B, comme R c'est A moins BQ, il divise forcément R. D'accord? Si A et B sont multiples de 28, A moins BQ aussi. Et donc, voilà. Donc, n'importe quel diviseur commun de A et B est aussi un diviseur de R. Et donc de B et R. Et n'importe quel diviseur commun de B et R, là, si c'est multiple de quelque chose, les deux, eh bien forcément A est également multiple de quelque chose, hein, en factorisant par ce qu'il faut. Donc, les diviseurs communs de B et R sont aussi des diviseurs de A, et donc des diviseurs de A et B. Autrement dit, les couples AB et BR, ils ont les mêmes diviseurs communs. Dès qu'un nombre divise BR, il divise A et B. Dès qu'il divise A et B, il divise B et R. Donc leur plus grand diviseur commun, c'est forcément le même, puisqu'ils ont tous les diviseurs communs qui sont égaux. Donc le plus grand diviseur commun de B et de R, c'est D. Ok? Et donc en fait, ça veut dire que je me suis ramené au cas précédent. Vous voyez, maintenant, au lieu de montrer qu'avec A et B, je peux payer la somme D, eh bien je me suis ramené à montrer qu'avec B et R, je peux payer la somme D. Et alors, super. Bah oui, c'est quand même pas mal parce que ce sont des nombres qui sont plus petits. Alors, recommençons. Je divise B, cette fois par R, ce que j'ai fait avant. Donc ça veut dire que, de nouveau,
Hop, j'ai donné un billet de B et on m'a rendu des billets de R. Mais ça n'existe pas les billets de R. Alors oui, effectivement, ça n'existe pas. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait faire une manip qui permettait de payer la somme de R euros. Donc là, ce qu'on imagine, c'est que le vendeur, il a fait Q2 fois la manip correspondant à me payer R euros. D'accord? C'est possible. Et il l'a fait donc suffisamment de fois pour que ce soit le plus possible de fois, il m'a rendu R, hein, jusqu'à temps qu'il puisse, pour pas que ça devienne négatif. Et donc voilà, la somme qui reste à la fin, c'est donc R2, une somme qui est strictement plus petite que R, sinon il m'aurait encore rendu R, hein, et qui est toujours positive. Ok, donc voilà. Par cette technique, on a réussi à payer cette fois une somme R2 qui est strictement plus petite que R. Vous voyez, c'est un processus itératif. Hein. Je veux réussir à montrer que je peux payer D. Bon, bah d'abord, je montre qu'à partir de A et B, bah, je peux payer B. Okay. Ensuite, je peux payer R, qui était plus petit que B. Ensuite, je peux payer R2, qui est strictement plus petit que R, etc. Avec la contrainte, que on a bien compris maintenant, c'est qu'en plus, le PGCD de B, alors pareil, hein, si R2 égale 0, si R2 égale D, on a fini. Ok, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais en plus, voilà, le PGCD de R2 et de R, c'est le même que le PGCD de B et de R. Donc cette fois, je peux recommencer avec R et R2, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient une suite de nombres. Donc les restes, R0, ok, c'était B, R1, c'est R, R2, R3, R4, Rn, et ainsi de suite, qui sont définis comment? Eh bien, à chaque fois, le Rn plus 2, c'est le reste de la division euclidienne de Rn par Rn plus 1. Ok, donc voilà, j'obtiens une suite qui, donc forcément, Rn plus 2 est plus petit ou égal, est strictement plus petit que Rn plus 1, vous voyez une petite coquille. Donc j'obtiens une suite de restes qui est donc strictement décroissante, de nombres positifs strictement décroissantes. Eh bien, si vous faites comme ça, des nombres de plus en plus petits, entiers et positifs, au bout d'un moment, ça va être égal à 0. Qui plus est, ces nombres ont la particularité, comme j'ai expliqué, que le PGCD à chaque fois ne change pas. Le PGCD de Rn plus 2 avec Rn plus 1, c'était le même que le PGCD de Rn plus 1 avec Rn, et ainsi de suite. Et donc, c'est le même que le PGCD au début entre B et R, et le PGCD entre A et R0, enfin entre A et B. D'accord? Donc, c'est toujours D. Hein, ça, c'est une petite, vous pouvez faire une petite récurrence comme ça, très simple. Le PGCD de Rn plus 1 et de Rn, c'est toujours D. Et au bout d'un moment, comme je l'ai dit, Rn, il vaut 0. R grand N, pour un certain grand N très très grand, ça vaut 0. Mais alors, c'était égal au PGCD de Rn-1 et de Rn. D'accord? Et le plus grand diviseur commun d'un nombre et de 0, c'est lui-même. Autrement dit, ça prouve que Rn-1, c'était D, puisque je vous rappelle que leur PGCD est toujours D. Et si un nombre, PGCD d'un nombre est de 0, c'est lui-même, toujours. Ok, donc voilà. Donc Rn-1 va l'aider. Et donc, comme je peux payer les sommes à chaque fois Rn, on peut payer la somme Rn-1. Et donc on trouve D. À noter que cet algorithme, là, c'est cette méthode de division euclidienne successive, donc c'est l'algorithme d'Euclide, ça s'appelle, et ça permet de calculer le PGCD, voilà. Il suffit de prendre le dernier nombre que vous trouvez avant de trouver 0. Le dernier reste non nul, c'est toujours le PGCD de A et B. Et non seulement ça, mais en plus on trouve une façon, une formule qui permet explicitement de payer D en gardant toutes les formules à chaque fois. Ok. Oui, bah oui, hein, c'est pas si simple. Non, c'est clair, la preuve, elle est un petit peu compliquée. Mais l'algorithme d'Euclide, c'est quelque chose qui est intéressant en soi. Hein. Donc voilà, mais ça permet quand même de prouver le théorème de Bézout. Ok, alors, sur les entiers, c'est très bien. C'est très utile. On va le voir dans les vidéos sur Z sur NZ, le théorème de Bézout va bien nous aider. Mais il y a aussi une version de Bézout, donc, elle démontrée par M. Bézout, qui est quand même plus sympathique, et c'est pour ça qu'il a donné son nom à tous les théorèmes, sur les polynômes. Alors, donc je prends un corps K, donc ça peut vous imaginer R ou C, hein, ou Q, enfin si vous ne savez pas trop ce que c'est qu'un corps, prenez R ou C, ça ira très bien. Et je prends donc P et Q, deux polynômes de K de X. Alors, eh bien, P et Q sont premiers entre eux, alors c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de facteur en commun, si on est dans R ou dans C, ça veut dire qu'ils n'ont pas de racine commune. Bref, voilà, il y a plein de façons de reformuler que P et Q sont premiers entre eux, mais la façon la plus claire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de polynôme non constant qui divisent tous les deux. Alors à ce moment-là, bah, c'est équivalent, une autre façon de le dire, c'est qu'il existe deux polynômes U et V, d'accord, c'est les coefficients cette fois, hein, donc deux polynômes tels que UP plus VQ soit égal à 1. Voilà, c'est exactement la même formule, cette fois, au lieu d'écrire des égalités entre entiers, j'écris des égalités entre polynômes. Si je réussis à faire le polynôme égal à 1 avec P et Q, eh bien c'est équivalent à dire que P et Q sont premiers entre eux. Ce théorème est lui aussi extrêmement utile pour démontrer des choses comme le théorème des noyaux et d'autres applications en algèbre linéaire et autres. Ok, mais je ne vais pas insister plus là, parce que là on parle juste du théorème de Bézout. Ok. Alors, maintenant, essayons de généraliser encore un petit peu. Après les entiers
Et les polynômes, est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans un anneau, en fait, dans un ensemble, donc muni d'une addition, de multiplication avec les axiomes que vous connaissez, hein. Et bien donc je prends un anneau commutatif, donc je demande en plus que la multiplication soit commutative, et deux éléments sont premiers entre eux, qu'est-ce que ça signifie cette fois? Ça signifie que les seuls diviseurs communs à A et B, ce sont des éléments inversibles de A. Des éléments, vous voyez, donc dans Z, les éléments inversibles, c'était 1 ou moins 1. Donc ça correspond, les seuls diviseurs communs A et B sont 1 et moins 1. Dans les polynômes, les éléments inversibles, c'est les polynômes constants aussi, effectivement. Donc deux polynômes, voilà. Enfin, en tout cas, dans R et dans C. Bon, on ne va pas non plus trop discuter. C'est ça une définition. Voilà. Les éléments inversibles, vous savez, c'est les éléments petit a, tels qu'il existe un B, tel que A fois B égale 1. Ok. Eh bien, dans un anneau principal, alors si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, hein, vous passez, sinon, je vous dis juste, ça veut dire que tous les idéaux sont principaux. Et sinon, voilà. Ça intéresse les gens qui connaissent déjà la notion, hein. Mais c'est une généralisation, hein, Z est un anneau principal, K de X, les polynômes, c'est un anneau principal, donc on peut généraliser ça. Donc dans un anneau principal, donc tel que tout idéal est principal, alors, deux éléments de A sont premiers entre eux, ça signifie, et ce qu'on a vu avant, qu'il existe deux coefficients x, y dans A, tels que xa plus yb est égal à l'unité de A. Okay. Ou on peut écrire ça un petit peu différemment, ça veut dire que l'idéal engendré par A plus l'idéal engendré par B, c'est l'anneau tout entier. Ce qui revient à peu près au même, c'est-à-dire qu'on a vu que si on pouvait payer 1, on pouvait payer tout le monde, c'est exactement ce que je dis. Si on réussit à faire 1, on réussit à faire tout le monde, tous les éléments de A en multipliant par l'élément de A qui va bien. Eh bien, figurez-vous que ce théorème de Bézout, donc, qui ressemble vraiment, qui généralise celui de Z et celui de K de X, on peut le démontrer cette fois sans l'algorithme d'Euclide, hein, si on connaît un petit peu ce que c'est qu'un anneau principal. Vous voyez, c'est l'avantage quand même, parce que dire oh là là, ça devient compliqué, ça devient théorique. Mais si on connaît un petit peu cette théorie des idéaux, eh bien on peut prouver ce théorème-là de façon beaucoup plus simple que cette version-là très technique qu'on a fait avant. En effet, regardons. Donc, alors la version qui est pareille, c'est si A et B ne sont pas premiers entre eux. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas premiers entre eux, il existe un diviseur qui n'est pas inversible, D, qui divise les deux, et donc tous les deux sont multiples de D. Ok, et bien donc forcément, XA plus YB, c'est aussi un multiple de D, c'est la même preuve que dans Z hein, tout à l'heure. C'est D fois quelque chose. Et D fois quelque chose, ça ne peut pas faire 1, parce que justement, D n'est pas inversible. Et donc, si D fois un élément de A était égal à 1, il serait inversible, voilà, donc ça montre l'application réciproque de façon quasiment identique à ce qu'on a vu dans Z. C'est dans l'autre sens que c'était un petit peu plus dur, rappelez-vous. C'est que si on prend donc deux éléments premiers entre eux, alors on peut réussir à faire 1 avec. Et bien là, ça devient tout simple. Regardez. Donc, si je prends A et B dans A, n'importe comment, ok. Eh bien, l'idéal engendré par A, les multiples de A, hein, plus les multiples de B, donc c'est un idéal ça. L'ensemble des éléments de A qui s'écrivent comme ça est un idéal de A. Mais si A est un anneau principal, ça veut dire qu'il existe un générateur, donc j'appelle D, un élément de A tel que cet idéal, ce soit les multiples de D. Ok. Et donc, à ce moment-là, comme A, il est là-dedans, il est aussi là-dedans. Comme B, il est là-dedans, hein, c'est 0 plus B, il est aussi là-dedans. Donc, A est un multiple de D, et B est un multiple de D. Donc D divise à la fois A et B. Oui, mais A et B, par hypothèse, sont premiers entre eux. Donc, un diviseur commun de A et B est forcément inversible. Donc D doit être inversible. Oui, mais alors, si D est inversible, les multiples de D, c'est tout l'anneau. Alors, pour ceux qui ne sont pas convaincus, j'ai regardé. Si je peux écrire D fois E égale 1, alors en multipliant par A, je peux écrire que A égale DEA. Toujours. Donc, n'importe quel élément est bien un multiple de D. C'est D fois EA. Ok. Donc, les multiples de D, c'est tout le monde. Et donc, voilà. Si A et B sont premiers entre eux, les multiples de D, c'est tout le monde. Autrement dit, AA plus BA, c'est tout le monde. On peut payer tous les prix. Et donc, ça démontre le théorème de Bézout. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle.